Bonjour à tous. Nous avons vu dans des vidéos précédentes la manière dont nous calculions des coûts complets, coûts de revient, coûts de production. Nous n'avons pas encore abordé certains points déjà de prolongement, notamment d'où viennent les charges qui nous permettent de calculer ces fameux coûts. D'où une présentation des traitements de ces charges incorporées. Tout d'abord, je voudrais dire que là, on a une certaine marge de manœuvre. Ce n'est pas toujours la même manière dont ces charges vont être traitées, si tant est que d'ailleurs on veuille bien les traiter. Alors, regardons ceci de plus près. D'où proviennent-elles ces fameuses charges que l'on utilise dans nos différents cas? Eh bien, pour beaucoup, ces charges proviennent de la comptabilité financière de l'entreprise, ce fameux silo, cette base de données que l'on va utiliser. Avec toujours les mêmes précautions, c'est qu'on est face à des charges qui sont enregistrées dans le cadre d'un exercice qui ne rentre pas forcément dans la même période, dans les mêmes créneaux qu'un projet qu'on sera en train de suivre. Donc faire très attention, un projet peut être à cheval sur 2, voire plus d'exercices. Également, on fait appel à des connaissances qui proviennent de l'environnement même de l'entreprise. On a peut-être besoin d'utiliser des devis, des éléments prévisionnels, parce que si on veut être très réactif, on n'a pas forcément encore des charges qui sont intégralement enregistrées dans la comptabilité. On a besoin aussi peut-être des expériences que l'on a sur le secteur, sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, sur la manière dont elle consomme. Plus généralement, on peut schématiser ce qui va être utilisé. C'est le principe du retraitement. Puisque nous, on connaît donc nos fameuses charges de la comptabilité financière, qui sera notre socle de départ. On va arriver aux charges que l'on dit incorporées en contrôle de gestion. Eh bien, quel est le passage de ce silo de charges de comptabilité financière à ce silo de charges incorporées en contrôle de gestion? On pourra dire que pour une très grande partie, les charges de la comptabilité financière vont être dites incorporables. Elles deviendront incorporées avec éventuellement certains calculs, ou plutôt recalculs, qui seront effectués sur certaines d'entre elles. Alors, la très grande partie, on les prendra telles qu'elles sont, par exemple des montants de matières premières, des coûts de main-d'œuvre. Là, on n'aura sans doute pas de calcul à faire complémentaire. Mais on verra que d'autres charges, elles, notamment celles qu'on appelle des charges dites calculées, eh bien, vont être recalculées. On a par ailleurs des charges qui ne seront pas prises en compte, c'est-à-dire qui seront exclues du périmètre des charges incorporées en contrôle de gestion. C'est ce qu'on appelle des charges non incorporables. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, de la même manière, il y a des charges qui n'existent pas en comptabilité financière, qui vont se rajouter. On appelle celles-ci les charges supplétives. Et si l'on prend les charges incorporables, ainsi que les charges supplétives, cela va nous donner les charges que l'on incorpore, les charges incorporées en contrôle de gestion. Alors, analyse de ces charges. Regardons tout d'abord ces fameuses charges dites non incorporables. Ce sont des charges qui ne rentrent pas dans le mode de fonctionnement normal, classique, habituel de l'entreprise. Et donc, la question se pose toujours, est-ce que ces charges-là, par exemple, un client serait prêt à les financer? C'est bien des charges qui vont impacter le résultat global de l'entreprise. Mais, est-ce que si je les prends en compte, cela ne va pas déformer les performances du produit, des services que je suis en train d'examiner? Est-ce que ces éléments à vocation exceptionnelle, accidentelle, ne vont pas polluer quelque part l'analyse qui peut se faire sur plusieurs périodes successives? Ainsi, on a un certain nombre de charges que l'on ne prend pas ou rarement en compte. Par exemple, si vous possédez des stocks de produits, de matières premières, de marchandises, et puis celles-ci ont été détériorées, un incendie, une inondation, etc. Elles n'ont pas été assurées. Est-ce que vous allez reporter dans les produits que vous fabriquez actuellement et que vous vendez à vos clients la matière première qui a été perdue ou la part de la production qui a été perdue? Est-ce que si je viens vous voir en vous disant voilà mon stylo que d'habitude je vous vends 1 €, et bien maintenant je vais vous le vendre 2 parce que vous comprenez, j'ai un stock de plastique qui a été détruit, donc il faut bien que je le récupère quelque part. Vous voyez que là ça passe plutôt assez mal.
C'est aussi, par exemple, des procès. Vous avez eu un procès avec, ou un litige avec un client, avec un salarié, avec un fournisseur. Les choses se passent mal, vous avez été condamné à verser une indemnité quelconque. Est-ce que cette indemnité, je vais l'incorporer dans le calcul de coût de production, de coût de revient de mes produits, voire même le prendre en compte si je calcule le prix auquel je vais le proposer à mon client? Vous sentez que c'est là également quelque chose de peu vraisemblable. Dernier exemple, du même type, un client a complètement oublié de vous payer ce qu'il vous doit, c'est perdu. Est-ce que les clients suivants vont devoir supporter le montant de cette perte? Est-ce que vous allez l'incorporer dans le coût de revient, le coût de production, etc. de vos produits? Là aussi, peu vraisemblable. Et puis enfin, dernier élément qu'il faut faire très attention, c'est par exemple, autant vous allez sans doute prendre en compte beaucoup des impôts, taxes que vous pouvez régler, parce qu'elles sont en lien avec votre activité. L'impôt sur les bénéfices, eh bien vous n'allez pas l'incorporer dans vos calculs de coûts. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que là, vous seriez en train de complètement tout mélanger. La logique, c'est quand même de dire, je calcule des coûts de revient, ces coûts de revient en les comparant au chiffre d'affaires me permettent d'obtenir les bénéfices réalisés par l'entreprise sur chacun de ses produits, et donc derrière, une fois que j'ai les bénéfices, je peux connaître l'impôt sur les bénéfices. Mais si j'intègre l'impôt sur les bénéfices dans mes coûts de revient, bah quelque part vous faussez tout, puisque derrière vous allez obtenir un bénéfice qui dépend d'un calcul de coût de revient lui-même incorporant l'impôt sur les bénéfices que vous recherchez. Assez bizarre. Et puis, comment expliquer à un client que vous vendez votre produit à tel prix? Bah oui, il faut bien quelque part que je couvre mon impôt sur les bénéfices. Non, vous ferez un impôt sur les bénéfices si vous faites du bénéfice. Ensuite, on a des charges dites incorporables, mais que l'on est amené à éventuellement recalculer, ce que je vais développer tout de suite. On a trois familles de charges qui peuvent être éventuellement recalculées. Ce sont les charges dites d'usage, ce sont les charges dites abonnées, et ce sont les charges dites étalées. Alors des noms peut-être nouveaux pour vous, en fait très classiques, vous les côtoyez depuis un petit moment déjà, je reviens dessus. Alors, tout d'abord, les charges d'usage. Eh bien, ce sont les charges que vous trouvez en comptabilité financière. La plus connue d'entre vous, c'est la dotation aux amortissements pour une immobilisation. Du fait de l'usage de l'équipement, celui-ci s'use, perd de la valeur et de manière incontournable, vous serez amené à le renouveler. En comptabilité, vous avez des critères fiscaux en termes de durée, en termes de taux qui s'appliquent et qui vous permettent de faire un calcul plutôt très précis. Mais ça reste un calcul fiscal qui est en très grande partie déconnecté de ce qui est en fait la vie de l'équipement concerné. En contrôle de gestion, eh bien, il serait peut-être intéressant de dire que vous allez recalculer cette charge d'amortissement en fonction de l'usage réel qu'il est fait pour cet équipement. Alors, ça n'a rien d'obligatoire. C'est seulement se dire finalement est-ce qu'il ne serait pas logique de transformer ce calcul fiscal en un calcul plus concrètement lié à notre utilisation. Je vais vous le montrer plutôt avec un exemple. Imaginez la chose suivante. L'entreprise Verbois, qu'on connaît déjà, possède une machine-outil achetée le 1er janvier de l'année N, et sa valeur est estimée, enfin a été de 200 000 € à l'achat. L'amortissement légal est d'une durée de 10 ans, linéaire, taux d'amortissement de 10%. Néanmoins, cette machine-outil a une durée de vie qui ne sera pas forcément la durée de vie officielle. Vous vous basez sur le cycle de vie du produit, vous considérez qu'au bout de 7 ans, votre équipement peut-être n'aura plus lieu d'être, il faudra passer à autre chose, il faudra rebooster le cycle de vie. Du fait de l'évolution technologique, cette machine ne permettra pas de continuer son exploitation. Donc vous en avez pour 7 ans d'usage.
D'ailleurs, quand vous vous intéressez à tout cela, au 31 décembre N+4, c'est-à-dire que la machine a déjà 5 ans d'usage, eh bien une machine qui pourrait la remplacer, si tant est qu'une machine existe encore, exactement avec les mêmes caractéristiques, eh bien à un prix différent, un prix qui est estimé maintenant à 280 000. Voilà la manière dont serait traitée l'affaire. En comptabilité financière, vous diriez les dotations d'amortissement au 31-12 N+4 sont les suivants. 200 000 valeurs d'achat, amorties à 10%, vous trouveriez une dotation d'amortissement de 20 000 euros dans votre comptabilité. Pour nos calculs de contrôle de gestion, ces 20 000 euros renvoient à quelque chose qui est complètement abstrait. On dirait plutôt, eh bien voilà, nous on a besoin de remplacer un équipement qui aujourd'hui est estimé à 280 000. Donc il faut que j'ai a priori récupéré de quoi faire cet achat. Donc il me faut 280 000. Et la durée pendant laquelle je vais récupérer cette somme, eh bien, n'est pas la même que la durée fiscale. Donc je prends la valeur actuelle de l'équipement, 280 000 euros, la durée d'usage de celui-ci, 7 ans, c'est donc plutôt 40 000 euros qu'il me faut prévoir dans mes calculs de coûts. Le client va supporter, par le biais du prix qu'il va régler, l'usure de la machine, parce que finalement c'est quand même un peu à cause de lui si la machine s'use et que l'on va devoir la remplacer, et la remplacer plus rapidement peut-être que ce qui était fiscalement prévu. C'est donc là notre premier calcul, plutôt recalcul. Ça n'a rien d'obligatoire, des entreprises le font, d'autres ne le font pas. C'est beaucoup plus, ici vous voyez, de la procédure, des choix internes qui sont menés. Attention néanmoins à quelques points qui concernent ces dotations amortissements. Chaque année, votre charge d'usage peut donc être amenée à être recalculée, puisque le prix d'un équipement de remplacement peut être amené à évoluer d'une année sur l'autre, comme également la durée d'usage que vous pensez pour ce produit, pour cet équipement, pardon. Vous êtes parti sur 7 ans, mais peut-être que finalement ça pourra en faire 8, ou au contraire, il faut se dépêcher et le remplacer seulement au bout de 6 ans. Chaque fois, vous avez quelque chose de différent. Ce qui veut dire que si ensuite vous êtes sur une logique de comparaison d'année en année de l'évolution d'un coût de production, par exemple, eh bien là c'est le bonheur d'Excel. Chaque fois que vous recalculez la charge d'usage parce qu'un de ces éléments, le constituant, a été modifié, vous pouvez remettre à jour les calculs de coût de production, coût de revient, etc. des années précédentes. Et bien prendre en compte dans ce calcul alors chaque fois la nouvelle manière dont la valeur actuelle de l'équipement évolue et la durée probable d'utilisation de celui-ci. Un autre point, mais vous me direz peut-être oui, ça semble extrêmement logique, mais combien d'entreprises le savent réellement? L'équipement doit effectivement être un équipement en service. Je dirais tout d'abord, est-ce que c'est un équipement que l'entreprise possède toujours? Est-ce qu'on a là suffisamment d'éléments mis à jour pour s'en rendre compte? Est-ce que cet équipement, vous le possédez toujours, mais vous l'utilisez? Parce qu'on peut très bien le posséder, continuer à l'amortir, mais ne pas l'utiliser. Et l'utilise-t-on bien pour les produits que l'on est en train de suivre? Et quatrième point, même si un équipement est comptablement, fiscalement, entièrement amorti, à partir du moment où vous continuez à l'utiliser, eh bien, il faudrait sans doute continuer à recalculer une charge d'usage pour l'incorporer à nos calculs de coûts. Vous voyez là, beaucoup d'éléments de réflexion à prendre ou à ne pas prendre. Deuxième type de charge, incorporable éventuellement à recalculer, les charges dites abonnées. Alors ces charges abonnées, ce sont des charges qui en fait vous sont connues pour une période. Généralement la période peut être semestrielle, annuelle, mais qui ne correspond pas à votre durée d'exercice. Typiquement une prime d'assurance par exemple. Je vous mets au défi de trouver des primes d'assurance dans votre entreprise, etc.
qui commenceront pile le 1er janvier et termineront le 31 décembre de l'année. Vous les avez souscrites eh bien, quand l'occasion se présentait, donc ça ne tombe jamais aux mêmes dates. Vous pouvez avoir plusieurs sortes d'assurances. Je suis prêt à parier qu'il n'y en a pas une seule qui commence à la même date. Ça peut être vrai pour des règlements de sources d'énergie pour lesquels le montant dont vous avez besoin pour vos calculs de coût n'est pas forcément connu au moment du calcul. Ça peut être simplement parce que vous avez une consommation électrique, d'eau ou d'autres choses qui vous est connue par facturation tous les 2 mois, tous les trimestres ou autres. Et vous avez malheureusement un calcul à faire avant la fin de cette période-là. Donc des soucis sur lesquels la charge abonnée va devoir être recalculée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on est avec des calculs qui vont être dits glissants, avec du fractionnement, et un calcul donc qui n'est pas forcément définitivement établi. Je vous prends ici par exemple un exemple. L'entreprise Verbois a une prime d'assurance incendie de 1200 euros. Qui est connue le 1er septembre de l'année N. Cette prime couvre une période allant du 1er septembre N au 31 août de l'année suivante. Une année, vous voyez, d'assurance, on est couvert, mais à cheval sur 2 exercices différents. Eh bien, si vous aviez des calculs de prévision à faire pour l'année N+1, vous dites voilà, on est en train de regarder nos prévisions annuelles. Eh bien, vous avez une première partie de l'année pour laquelle le montant de votre consommation de primes d'assurance est connu. C'est la période qui va du 1er janvier N+1 au 31 août N+1. 1200 euros au total pour cette prime d'assurance. 12 mois, c'est 100 euros par mois. En janvier N+1, 100 euros. En février N+1, 100 euros. Pas de souci. Mais pour la suite, vous n'avez, voyez, encore aucun élément qui vous est fourni. Là, je me situe en décembre de l'année N, par exemple. Je fais ma projection pour l'année suivante. Qu'est-ce qui va se passer en septembre N+1, en octobre, etc. Et je vais faire une prévision. Je veux dire, par principe d'abonnement, je vais avoir, j'estime, toujours dans les 100 euros de prime d'assurance incendie par mois. Et puis, lorsque je vais arriver au mois d'août N+1, très certainement, la compagnie d'assurance va enfin me faire connaître le montant de la prime pour la période qui courra sur N+1, N+2. Et alors, je pourrai remettre à jour mes calculs. Mais vous voyez, si je veux répondre au devis d'un client pour septembre N+1 et je n'ai pas encore tout à fait les informations connues, je partirai dans un premier temps sur mon abonnement de 100 euros par mois. Et c'est vrai pour pas mal d'autres choses. C'est le problème que l'on va toujours rencontrer quand on veut être vraiment à J plus quelque chose, un calcul de coût. Eh bien en fait, quand on est à J plus quelque chose, on est avec une certaine partie des coûts qui sont encore uniquement sur le principe de l'abonnement. Et plus on va être à J plus 3, 4, 5, 25, 1 mois, etc., plus on aura finalement l'information finale qui sera disponible. Et donc on sera de plus en plus sur un calcul de coût qui deviendra exact, ou tout au moins précis. Troisième type de ces charges incorporables éventuellement récalculées, les charges dites étalées. L'exemple type en est les provisions. Une provision, c'est couvrir une dépense future ou des risques probables, dont la survenance en tout cas est à probabilité importante. Ce montant est étalé sur la période pour un montant estimé. Le problème, c'est que entre la période comptable et la période en contrôle de gestion, nous avons souvent quelque chose qui est différent. La période comptable, ça nous renvoie au calcul de résultats de fin d'année. Donc je vais mettre en place des dotations aux provisions, l'important étant que à la période considérée, j'ai pu calculer le bénéfice de l'année. En contrôle de gestion, l'approche est un peu différente. Il faut se dire que si un événement survient, le but de la provision, c'est d'avoir récupéré le montant qui sera alors disponible pour faire face à cette dépense. Soyons plus clairs, regardons ça avec un exemple. Imaginez l'entreprise Patrac, qui est installée à Pointe-à-Pitre et qui a des problèmes de tuyauterie. Bon, vous doutez que l'entreprise Patrac, c'est l'entreprise qui fabrique du rhum. C'est pas très important pour notre petit exemple.
Elle estime qu'en N+2, de grosses réparations vont avoir lieu et que le montant sera aux alentours de 300 000 euros. En comptabilité financière et en contrôle-gestion, le traitement pourra être différent. Je dis bien pourra parce que là c'est aussi une question de volonté, de choix fait par l'entreprise. En comptabilité financière, on dira voilà, on est parti sur 3 exercices, N, N+1, N+2, à partir du moment où l'annonce de la réparation est connue. Eh bien, puisqu'il y a 3 exercices concernés, on va en profiter pour étaler sur chacun d'entre eux ce montant et le bénéfice ainsi de chacun des 3 exercices va être amputé du montant de la dotation de provision. 300 000 euros de réparation, 3 exercices, 100 000 euros annuels de provision. Mais là maintenant, si je passe en contrôle-gestion, dans l'idée de j'ai 300 000 euros à récupérer pour qu'à la date prévue, on puisse financer notre réparation, eh bien ça ne marche plus, puisque je vais récupérer 100 000 euros durant l'année N, je vais récupérer 100 000 euros durant la N+2, je suis à 200 000, mais N+1, pardon, je suis à 200 000. Par contre, pour l'année N+2, ce n'est que le 31 décembre que je vais avoir la provision qui sera passée. Une écriture de clôture. Ce qui veut dire que mes travaux ayant lieu durant l'année N+2, il y a 100 000 qui n'ont pas été récupérés, qui ne seront donc pas disponibles dans cet objectif. En contrôle-gestion, on dira alors, notre provision, il serait bien qu'on ait 2 exercices pour la récupérer N et N+1. D'où une dotation recalculée qui serait 300 000 divisé par 2, soit 150 000. Enfin, dernière catégorie de charges, les charges dites supplétives. Ce sont ces fameuses charges que l'on réinvente, plutôt qu'on invente, tout simplement, qui n'existent pas en comptabilité financière. Le but, eh bien, c'est de faire face à des événements qui n'apparaissent pas dans notre compte de résultat, qui n'apparaissent pas dans la comptabilité du compte de résultat. On a 2 événements concernés. C'est la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Rémunération des capitaux propres. Eh bien, les associés, leur rémunération, c'est une partie du bénéfice, le dividende qu'on va leur octroyer. Vous voyez tout à fait la différence alors que je vais avoir entre 2 types de sociétés. Imaginez 2 sociétés exactement identiques, tant par l'activité que la manière dont elles l'amènent. Même chiffre d'affaires, tout est identique. La seule chose, c'est que la première entreprise se finance pour ses équipements sur la base de l'emprunt. Il y a donc de la charge financière qui est apparue dans le compte de résultat et tant le calcul des coûts de production et de revient des produits que les bénéfices obtenus eh bien, sont impactés par ces charges d'intérêt. Deuxième entreprise, même chiffre d'affaires que la précédente. La seule chose, c'est que ce sont les associés qui ont apporté des capitaux propres de manière à financer les investissements en équipement. Pas de charge. Ce n'est qu'une fois le bénéfice connu que l'on va pouvoir verser du dividende aux associés. Donc si vous voulez faire des comparaisons entre 2 entreprises au financement différent, il va falloir inventer une rémunération pour ces capitaux propres, une charge qui n'existe pas ailleurs, une supplétive. C'est également quelque chose qui nous permet de prévoir le futur, parce que vous pouvez soit avoir une approche qui est celle dite un peu artisanale, je dirais de cueillette, vous regardez à la fin de l'année quel est votre bénéfice, et vous savez enfin ce que vous pouvez partager. Pour une petite entreprise, c'est peut-être pas bien grave. Pour une entreprise de taille importante, par exemple cotée en bourse, eh bien au contraire, on a besoin d'avoir certaines certitudes sur le montant des bénéfices réalisés pour pouvoir eh bien, fidéliser l'actionnariat. Si vous intégrez la rémunération souhaitée par les associés pour les capitaux propres apportés dans les calculs de vos coûts de revient, ça veut dire que derrière le prix en tient compte et donc vous allez pouvoir être à peu près certain
d'avoir collecté la somme souhaitée. Ça va être la même chose du côté de la rémunération de l'exploitant, voire quelque chose de plus crucial. Imaginez que vous avez une entreprise individuelle et une société. Eh bien, le dirigeant de la société, le directeur, eh bien, va avoir droit à un salaire, donc une charge de personnel. On en tient compte dans tous nos coûts, alors que si vous êtes un entrepreneur individuel, vous n'aurez une rémunération qu'à partir du moment où un bénéfice peut être constaté. Eh bien, peut-être qu'il est bon de prévoir justement ce bénéfice en créant cette charge supplétive et ainsi chaque produit vendu portera les quelques centimes nécessaires à la création de votre rémunération. Voilà, donc je redis bien, ce sont des charges qui n'apparaissent pas dans la comptabilité financière et qu'on va avoir besoin pour des raisons de taille, d'activité, de forme juridique, de mode de financement, de réintégrer, plutôt d'intégrer dans nos calculs. Maintenant, un exemple de traitement qui va reprendre les différents types que l'on vient de croiser. Une société, la société Matignon, a besoin de savoir quel est le montant des charges incorporées pour le mois de mars, ce qui lui permettra ensuite de travailler sur ses coûts. Quelques informations vous sont disponibles. Première information, pour ce type de société, à l'heure actuelle, eh bien, on considère qu'on devrait avoir une rémunération des capitaux de la société à hauteur de 5%. Le capital est composé de 5 000 euros. Le montant des charges de la comptabilité pour ce mois de mars est d'1 400 000. On estime qu'il y a pour 45 000 euros de charges non incorporables, des pertes de produits, de créances, etc. Au niveau des charges calculées, voilà comment ça se passe. On avait des charges calculées pour 55 000 euros dans la comptabilité pour ce mois de mars, et si on les recalcule, en tenant compte des critères énoncés précédemment, eh bien, on serait plutôt sur un montant de 80 000. Regardons quel est le montant donc de ces charges que l'on va incorporer dans nos calculs. L'idée va être de partir des charges de la comptabilité financière du mois de mars, 1 400 000. On va retrancher les charges non incorporables, 45 000, et puis on vient enfin le traitement des charges calculées. Les charges calculées que l'on va devoir réévaluer étaient de 55 000, je les enlève, et après recalcul, elles apparaîtront pour 80 000 dans notre ensemble. Vient enfin les charges supplétives, le calcul est alors le suivant, un capital de 5 millions d'euros, rémunéré annuellement aux alentours de 5%, c'est une rémunération annuelle, nous nous réfléchissons dans le cadre du mois, on va donc diviser par 12, ce qui nous donne 20 833,33, etc. euros de charges supplétives. Le montant des charges incorporées eh bien, est maintenant de 1 400 833,333, etc. Ce montant des charges incorporées, c'est notre réservoir dans lequel nous allons piocher pour les différents calculs de coûts du mois de mars. Je vous remercie de votre attention.